Bonjour à tous. Si vous le permettez, puisque nous sommes à Paris, nous allons échanger en français. Je suis Laurence Parisot, présidente de City pour la France, mais aussi ancienne chef d'entreprise. J'ai dirigé l'IFOP et certains d'entre vous m'ont connue quand j'étais présidente du MEDEF. Et c'est un immense plaisir pour moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point, d'échanger ce matin avec Jean-Dominique Sénard, président de Renault, président de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, ancien CEO de Michelin. Et échanger avec Jean-Dominique ce matin me semble essentiel compte tenu du titre de cette conférence. Faire face aux perturbations, redéfinir le dialogue ou les dialogues quand on doit faire face à d'aussi fortes perturbations que celles que nous connaissons à l'heure actuelle, c'est un sacré challenge. Depuis, en fait, de nombreuses années, tous ceux qui réfléchissent à l'économie, à l'entreprise, au capitalisme, se demandent comment il faut faire évoluer l'ensemble. Et singulièrement en France, il y a eu des idées qui ont surgi ici ou là, et même il y a déjà un certain temps, dans les années 70, Antoine Riboud, le fondateur de Danone, rappelait qu'il fallait vraiment s'occuper des salariés et des clients, pas seulement dans une logique purement commerciale ou de travail. Alors, très rapidement, je voudrais signaler que en France, notamment après la crise financière, on a commencé à se dire il faut aller bien au-delà de l'objet social de l'entreprise. Moi-même, quand j'étais présidente du MEDEF, je n'ai cessé d'expliquer que l'entreprise n'était pas une île perdue, isolée au milieu de la société tout entière, et qu'il fallait intégrer les questions de l'intérêt général au sein même de l'entreprise. Donc il y a eu des progrès, on a tous fait de la RSE, on a tous mieux réfléchi aux questions éthiques ou de gouvernance, jusqu'au moment, et j'arrive au point clé qui nous réunit ce matin, jusqu'au moment où le gouvernement te demande, Jean-Dominique, et à Nicole Notat, de réfléchir au-delà de l'objet social réduit de l'entreprise, et tu publies un rapport qui aboutira à la raison d'être. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a nourri votre réflexion, les différentes problématiques qui se sont posées à ce moment-là, et comment vous avez abouti à ce qui est, à mes yeux, est une révolution dont on ne voit que le début, qui est le concept de raison d'être. Merci Laurence, et bonjour à tous et à toutes. Là, tu poses une question qui est incroyablement profonde, parce que lorsque la question s'est posée de réfléchir sur le rôle de l'entreprise, j'étais moi-même à l'époque un peu surpris, mais très rapidement, je me suis rendu compte que cette question se situait au cœur d'un débat passionné qui ne demandait qu'à vivre. Alors, tu as évoqué effectivement la question de l'évolution du capitalisme. On pourrait passer un grand moment à revoir l'histoire du capitalisme, qui est en soi passionnante, parce que le capitalisme est comme un caméléon. Il a changé de forme combien de fois en plusieurs siècles. Et dans les dernières années du XXe siècle, on a connu cette évolution majeure, notamment alimentée par des théoriciens comme Friedman, mais il n'était pas le seul, partant des États-Unis, sur le thème du rôle de l'entreprise comme étant fondamentalement un objet devant réaliser des profits. C'était son rôle principal. Le reste était d'entre les mains d'autres entités, notamment les États. À partir du moment où l'entreprise payait des impôts, l'intérêt général n'était pas sa mission, c'était entre les mains d'autres. Ça a donné naissance, à partir des années 70, à un capitalisme qu'on appelle anglo-saxon, qui a été extrêmement, j'allais dire, fort dans notre environnement et qui a gagné l'Europe, on le sait très bien. Comme chef d'entreprise, j'étais
confrontés, mais en permanence, à cette expression du capitalisme anglo-saxon qui, de fait, orientait son centre vers la notion de performance économique et de profitabilité. Et puis, il y a eu les excès de tout cela. Il y a eu les excès, il y a eu la crise financière que tu as évoquée, qui a commencé à poser de vraies questions. Au fond, est-ce que ce capitalisme est celui qu'il nous faut pour assurer une forme de cohérence dans la société? Est-ce que tout le monde est sur le même bateau? Est-ce que vraiment l'entreprise est là uniquement pour ses actionnaires? Est-ce que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise? Toutes ces questions fortes, mais qui avaient en fait une résonance très très importante dans nos sociétés au sens large. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. En fait, toutes les notions de populisme, de nationalisme, de protectionnisme sont nées dans un environnement où il y a une forme de contestation du capitalisme tel qu'il était dominant à cette époque-là. Et au fond, il ne faut pas aller chercher très loin pour comprendre d'où viennent tous ces mouvements qu'on appelle populistes au sens large. Un sentiment de ne pas être sur le même bateau, de ne pas partager le même destin. Et au fond, en même temps, on a vu, et c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être parfois de plus en plus, une contestation des institutions au sens large. Il n'y avait plus un grand nombre d'institutions qui permettaient finalement de fédérer les personnes entre elles, leur donner le sentiment d'être dans une communauté. Et voyez-vous, ni les églises, ni les États, je veux dire, toutes ces entités commençaient à perdre un peu leur rayonnement. Et l'entreprise, au milieu de tout ça, était en question. En fait, au moment où nous avons été, je dirais, impliqués dans ce travail, on a d'ailleurs essayé de comprendre si c'était vraiment l'entreprise et l'intérêt général dont il fallait parler. D'ailleurs, du coup, nous avons appelé notre rapport l'entreprise objet d'intérêt collectif. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte, pour venir au fait, que finalement, dans cette recherche de sens qui était exprimée par un nombre incroyable de personnes dans notre environnement, et pas simplement les jeunes, dans cette quête de sentiment d'avenir, à qui pouvons-nous faire confiance? Quelle est la référence? Cette recherche de valeur, cette recherche de sens du travail, etc. L'entreprise était en fait l'élément central de nos sociétés. Et c'est de là que tout vient. Parce qu'au fond, on l'a écrit dans ce rapport et ça avait un peu choqué à l'époque, l'entreprise est une véritable entité politique. Politique au sens noble du terme, c'est-à-dire au cœur de la cité. Et c'est là que tu évoques justement le fait qu'il était temps d'affirmer que l'entreprise, et ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais n'appartient pas à ses actionnaires. Les actionnaires ont des droits, mais ils ne détiennent pas l'entreprise parce que l'entreprise appartient à d'autres entités parties prenantes, à commencer par les salariés, qui d'une certaine manière prennent aussi des risques lorsqu'ils travaillent et qui vivent dans leur entreprise parce que finalement c'est leur vie qui est en cause, et appartient aussi à un environnement plus large de parties prenantes que sont les États, les ONG, les médias, les clients et les fournisseurs, pour ne citer que les principaux. Et que l'entreprise, en fait, dans nos vies de nos sociétés, joue un rôle absolument central, non seulement pour les personnes elles-mêmes, mais pour leur avenir, pour leur épanouissement, et puis finalement pour la vie tout simplement de nos sociétés au sens économique et en général. C'est ça qui nous a amené à réfléchir pour affirmer beaucoup plus fortement qu'auparavant que finalement l'entreprise était là pour faire des profits. Oui, la question ne se posait pas, c'est une évidence, mais que si elle ne faisait que cela, eh bien, elle finirait par être rejetée dans une espèce de sentiment je dirais, de rejet général de la société parce que elle ne constituerait plus une forme d'attraction et de référence. Et donc, d'affirmer clairement que la société devait faire des profits, mais pas que cela, qu'elle devait indiscutablement prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, ça paraît aujourd'hui peut-être une évidence, mais au moment où nous l'avons écrit, c'était il y a à peine 4 ans.
Ça a provoqué des réactions tout à fait étonnantes parce que ça paraissait surprendre les personnes à qui nous nous adressions, notre environnement en général, etc. Et pourtant, reconnaissons que nous vivons aujourd'hui exactement cela, c'est-à-dire ce sentiment que l'entreprise est au cœur de la vie de la société, que tout ce qui tourne autour dans son écosystème en général en dépend et que son rayonnement, son avenir et même sa performance économique vient du fait qu'elle reconnaît qu'elle est là pour faire des profits, mais pas seulement, et que son impact sur la société, son rôle social et son rôle dans l'impact environnemental devient de plus en plus fondamental. C'est ce que nous entendons en permanence sur les écrans. Je le disais encore en tout à l'heure, ça devient presque une évidence. Encore là, fallait-il l'affirmer. Et ce qui est intéressant, Laurence, c'est que ça a provoqué ce rapport à un débat surprenant dans son intensité. Aujourd'hui, cette intensité s'est, j'allais dire, réduite parce que finalement, l'évidence s'est imposée. Nous avons à ce moment-là évoqué en effet la notion de raison d'être. Intéressant concept. Les anglo-saxons parlent de purpose, mais on est au cœur du sujet, n'est-ce pas? La raison d'être d'une entreprise, c'est fondamentalement ce qui va lui donner du sens. C'est en quelque sorte le lien entre ses racines et son avenir, que j'appelle souvent l'étoile polaire. En quelque sorte, c'est la tête de pont de toute la stratégie de l'entreprise. Lorsqu'une raison d'être est définie, eh bien à ce moment-là, elle provoque non seulement la stratégie de l'entreprise et son déploiement, mais elle provoque surtout l'adhésion des collaborateurs de l'entreprise autour de ce qui ressemble à une mission, mais qui en réalité est beaucoup plus profond que cela, qui est au fond l'existence intrinsèque de cette entreprise sans laquelle elle n'existerait pas. Évidemment, tout ceci peut paraître un peu philosophique, un peu élevé, mais je voudrais témoigner du fait que cette notion-là a provoqué dans notre environnement une forme de réaction en chaîne où finalement énormément d'entreprises aujourd'hui se posent la question de cette raison d'être, mais ne se la posent plus simplement comme ça pouvait être le cas auparavant, de façon un petit peu, j'allais dire, légère, un peu marketing, un peu comme un slogan, un peu comme une forme de publicité. Cela pose au fond, en demandant à tous les collaborateurs de l'entreprise d'y réfléchir et de provoquer des débats en interne sur le sens de leur travail, sur le sens de leur existence. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent dans cette entreprise et quel est le sens que donne cette entreprise à leur vie? Et voyez-vous, quand on rentre dans ce genre de travail extraordinairement approfondi et sérieux, on transforme complètement l'équation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de crainte par rapport à l'entreprise, de rejet d'une forme de capitalisme. Et au fond, on provoque une forme d'adhésion à un capitalisme que j'appelle responsable, beaucoup plus, j'allais dire, consensuel, qui a en charge beaucoup de choses sur les épaules, si je puis me permettre, pas simplement l'existence de l'entreprise elle-même, mais l'existence de ses parties prenantes. Et c'est là qu'on touche au fond de ce que c'est la raison d'être. Merci beaucoup, Jean-Dominique, d'avoir ainsi rappelé ce qui a abouti à votre réflexion et à cette proposition. Tu évoquais le fait que ça avait provoqué beaucoup de débats à l'époque. Il faut dire qu'il y avait de quoi parce que finalement, il s'agissait de changer un concept qui était installé depuis la fin du 19e siècle. L'objet social de l'entreprise était défini dans le Code civil et n'avait pas changé depuis. Et l'objet social, c'était quand même le partage des bénéfices entre les associés qui avaient créé l'entreprise, pas plus que ça. Et certains, au moment où ton rapport a émergé, ont pensé que cette évolution pouvait finalement faire en sorte qu'on allait passer de l'État-providence à l'entreprise-providence. Et qu'il fallait faire attention parce que l'entreprise ne peut pas tout faire non plus. Donc la question, c'est peut-être aussi celle des limites. Comment est-ce que on arrive aujourd'hui à combiner la raison d'être qui effectivement rassemble tout le monde. Et d'ailleurs, une parenthèse, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais je connais bien une société qui aide les entreprises à définir leur raison d'être, qui s'appelle Elsevier, et qui, la dirigeante d'Elsevier dit souvent que ce qui est merveilleux dans ce concept, c'est qu'il n'est pas hiérarchique.
C'est-à-dire que le plus modeste apprenti soudeur participera et adhérera à la raison d'être au même titre que le membre du conseil d'administration. Que c'est ça la magie de la raison d'être. Et c'est vrai, et c'est magique. Alors, on peut sourire de cela, mais la réalité, non. Je peux vous donner quelques exemples, parce que finalement, la théorie, c'est bien, l'exemple, c'est encore mieux. Lorsque j'étais patron de Michelin, nous étions bien avant ce rapport, et nous étions rendus compte qu'il y avait, à un moment donné, une forme d'inquiétude dans l'entreprise. On ne sait plus très bien, ou finalement, si la tradition qui était très forte chez Michelin était encore, je dirais, à l'ordre du jour. Où étions-nous, que faisions-nous, ce monde qui bouge, etc. Je veux pas ces détails. Et nous avons décidé, au fond, collectivement, de dire, mais réfléchissons, au fond, à ce que nous sommes. Ça a pris 3 ans. Et voyez-vous, pendant ces 3 années, que les personnes dans les usines en Chine, ou en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, etc., se sont mis à réfléchir sur cette affaire-là, du sens du travail chez Michelin et du sens de leur propre vie. 3 ans de travail incroyablement intense, qui s'est fait pratiquement tout seul. C'est-à-dire qu'au début, c'était une question, pourquoi faire tout cela? Et au bout de quelques mois, on trouvait des ouvriers en Chine qui travaillaient sur le sujet de la raison d'être en dehors des heures de travail. Donc, je ne sais pas si vous réalisez ce que je veux dire, ça paraît totalement extravagant, sauf que c'était vrai. Ça prouvait simplement dans mon esprit qu'il y avait une soif, une passion, enfin, d'essayer d'exprimer quelque chose qui était rentré et qui n'était pas toléré finalement autrefois. On n'aimait pas trop ces grands débats dans les entreprises, on ne sait pas d'où ça menait. Et là, à force de débats, de réflexions, etc., de réunions en groupe et tout, au bout de 3 ans, l'entreprise a émis une raison d'être qui se résumait par une phrase qui est toute simple, qui dit « Nous voulons offrir à chacun une meilleure façon d'avancer ». Mais vous n'imaginez pas la puissance de cette phrase, parce que non seulement elle évoquait la question de la technologie, la mobilité durable, etc., qui était le cœur de l'innovation du groupe Michelin depuis 120 ans, mais elle évoquait surtout le deuxième grand pilier de cette raison d'être, et c'est en cela que c'est fondamental, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, ça visait les personnes de l'entreprise. Et c'était le devoir de l'entreprise d'offrir à chacun, en effet, un épanouissement dans sa vie du travail. Ces 2 piliers étant tout à fait fondamentaux. Si vous avez l'un sans l'autre, vous n'avez rien. Et donc, il faut les 2 à la fois, et ça transforme tout. Parce que si vous considérez que vous devez, management de l'entreprise, à tous les niveaux, consacrer autant d'attention à vos collaborateurs que vous en consacrez à vos clients, eh bien, vous avez tout compris. Et là, vous touchez du doigt le cœur de l'affaire, si vous voulez. C'est que l'entreprise est une affaire de personnes et que ces personnes trouvent le sens de leur vie quotidienne dans précisément ce qui fait l'avenir de l'entreprise. Et voyez-vous, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à vivre, parce qu'il faut le mettre en œuvre. Une raison d'être n'a aucun sens. Je peux vous dire que c'est la tête de la constitution de l'entreprise. Je peux vous dire que sans cela, tout le reste n'a pas de sens. Je peux vous dire tout ça. La vérité, c'est que ça vous oblige. Et lorsque vous avez une raison d'être de cette force-là, plus personne ne peut tricher. Parce que maintenant, c'est fini. On ne peut plus mentir. Et si l'entreprise sent que vous n'êtes pas en cohérence avec ces termes-là, si vous ne le faites pas vivre, eh bien, en général, vous perdez le crédit et en général, l'entreprise part à la dérive. Un autre exemple, Saint-Gobain. Je connais bien Saint-Gobain. Je suis depuis des années référent du conseil de Saint-Gobain. J'ai travaillé 10 ans dans cette merveilleuse entreprise quand j'étais un peu plus jeune. Saint-Gobain a récemment travaillé sur sa raison d'être. Ça a pris un certain temps. Et cette raison d'être, finalement, était fondamentale parce que Saint-Gobain était un groupe qui était très varié, etc., qui était en fait uni par quelque chose de fondamental qui était l'habitat moderne et l'habitat d'avenir, l'habitat, j'allais dire, durable. Et cette raison d'être qui est Make the World a Better Home a unifié, vous n'imaginez pas, l'entreprise comme rarement. J'ai vu tout récemment les retours des enquêtes mondiales de l'entreprise où l'adhésion à cette raison d'être est juste phénoménale. Et elle a transformé complètement ces derniers temps. Je vous prenais des exemples. Renault. Je suis président de Renault.
Vous vous doutez bien qu'en arrivant, je me suis dit qu'on allait peut-être travailler sur la raison d'être. Elle n'en avait pas, figurez-vous, c'est quand même un peu dommage. Et on a travaillé pendant 1 an et demi. Et puis cette raison d'être a fini par émerger, et elle se résume en une phrase qui est de dire: nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Ça a l'air simple comme ça résume toute l'entreprise. Quelques Ce exemples. qu'on entend, pardon Jean-Dominique, mais ce qu'on entend très bien après d'avoir entendu sur Michelin, Saint-Gobain, Renault, c'est que ces raisons d'être ne sont pas des slogans. Je tiens à insister là-dessus. C'est fondamental. Ah. C'est fondamental parce que si vous le voyez comme cela, ça perd son sens. Et on perd le cœur de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qu'on recherche derrière cela? On recherche un apaisement de la vie économique mondiale, de la vie politique mondiale. Je me permets d'être peut-être un peu excessif, mais je le crois profondément. Si nous ne résolvons pas cette question-là dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, et en particulier en Europe, nous nous préparons à des moments difficiles. Parce que le rejet dont je parlais tout à l'heure, il existe. Il ne faut pas s'y tromper. Les mouvements populistes existent. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la situation même dans notre pays, en France. Au fond, ces mouvements sont nés sous une forme, là aussi, de questionnement et de rejet d'un système qui n'est pas accepté. Si nous ne parvenons pas à apaiser ce capitalisme et le rendre, j'allais dire, acceptable par une plus grande majorité, ou plutôt même un consensus, eh bien, je pense que nos démocraties commencent à être vraiment en danger. Vous voyez, Laurence, je vais un peu loin, mais je vous assure, c'est beaucoup plus important simplement que de dire pour une entreprise, voilà ma raison d'être. Ça va beaucoup plus loin, ça va dans l'acceptation d'une forme de vie commune et d'une démocratie paisible. Ça va très loin. Lorsque j'ai écrit un petit livre avec Yves Perrier sur le capitalisme européen, en disant que seul le capitalisme responsable, c'est-à-dire un capitalisme de la raison d'être, était de nature à provoquer ce ciment naturel dans nos nations européennes, je le pense sérieusement. Et voyez-vous, c'est pas grave. Le capitalisme européen sera différent du capitalisme américain, du capitalisme anglo-saxon. Il sera très différent du capitalisme chinois, qui lui est un capitalisme d'État, qui utilise la forme du capitalisme dans sa forme la plus agressive, mais au service d'institutions qui ne sont pas démocratiques. Ça n'est pas pareil. Il se trouve que le capitalisme européen a sa propre nature, et je pense qu'il est largement temps de l'affirmer. Et voyez-vous, ce rapport se situe, je crois, un petit peu dans cette mouvance qui consiste à le... Mais du coup, n'y a-t-il pas un risque pour les entreprises européennes qui s'inscriraient dans ce capitalisme qui a toujours voulu être un peu plus modéré que le capitalisme outre-Atlantique, un risque parce que moins exigeant en matière de rentabilité, en matière de profit versé à l'actionnaire, et donc un risque de sous-valorisation, dévalorisation? Alors, le risque peut exister, sauf si cela devient la norme. Et au fond, voyez-vous, on entend aujourd'hui, vous savez, c'est extraordinaire, parce qu'on commence à entendre même aux États-Unis une petite musique qui consiste à dire: oh, tout ça, c'est responsabilité, le ESG, tout ça, c'est sympathique, mais enfin, écoutez, voyons, parlons des choses sérieuses, le profit. Si je vous dis ça, c'est parce que je l'entends, et que j'ai un certain nombre de collègues qui commencent à entendre ça quand ils voyagent aux États-Unis. Il faut faire attention. En Europe, il ne peut pas être question de cela. Nous sommes nés avec une culture qui est ce qu'elle est, il faut l'accepter. Elle remonte loin, ces racines culturelles européennes. Elles ont été traduites dans le traité de Rome. On parle d'économie sociale de marché, c'est pas tout à fait anodin. Ouais. Il y a une chose qui nous distingue du capitalisme anglo-saxon, qui est le mot social. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il nous caractérise. Le capitalisme européen n'est pas le même que celui d'Amérique du Nord ou de Chine. Je le dis de façon un peu franche parce que cette dimension sociale existe essentiellement en Europe. Et c'est fondamental, Laurence, parce que c'est cela qui nous caractérise et qui fait que la raison d'être a un sens. Et il est juste aussi de dire, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses, que même les plus financiers des financiers américains commencent à dire qu'il faut avoir également une perspective de moyen et long terme pour les entreprises,
On sait chaque année, on attend chaque année avec impatience la lettre de Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui va nous dire chaque année qu'il faut être capable de dépasser les exigences du court terme. Donc il y a aussi, même dans le monde financier américain, une évolution dans ce sens. C'est très heureux, évidemment, et je ne le nie pas. Mais pour que ceci s'affirme, il faudra peut-être encore un peu de temps. Je ne pense pas que les choses soient stabilisées à ce point. Voilà. Alors, je ne pense pas non plus. Et donc, en revanche, je crois que du côté d'Europe, qui se cherche évidemment en ce moment dans une forme d'évolution, on parle de souveraineté européenne, on parle d'unité, etc. Bon, la question du capitalisme est centrale. Parce qu'on peut parler d'unité militaire, on peut parler d'unité politique, on peut parler de tout ce que l'on veut, mais si on n'a pas cette unité culturelle qui se traduit par une forme de vie sociale, économique, apaisée et unifiée, à travers ce que j'appelle le capitalisme européen, un capitalisme responsable, eh bien, on aura beaucoup de mal, en fait, à affirmer l'identité de l'Europe. Mais voyez-vous, si cet exemple que je vous dis peut se généraliser dans le monde entier, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est possible. Parce que je vous parle du capitalisme anglo-saxon tel que nous l'avons connu dans les dernières 40 années. Mais enfin, tout de même, dans les années 30, en Amérique du Nord, on ne parlait que de capitalisme social. C'est drôle comme les choses ont évolué. À la tête de rapport que nous avons écrit avec Nicole Notta, il y a une citation d'Henry Ford en 1932 et qui dit « L'entreprise doit survivre en faisant des profits, car si elle ne fait pas de profit, elle mourra. Mais si elle est gérée uniquement dans l'idée de réaliser des profits, elle mourra aussi parce qu'elle aura perdu sa raison d'être et son âme. » C'est une phrase très forte. Tout était dit en 1930 aux États-Unis. Donc je crois fondamentalement que ce capitalisme européen que je suis en train de décrire, en fait, on peut très bien l'étendre de façon large. C'est mon souhait le plus vif. Et ce que tu décris à travers les lettres de Larry Fink, etc., de ces mouvements qui commencent à naître aux États-Unis, qui sont fragiles. Bicorp aussi, le statut de Bicorp. Oui, reconnaissons que c'est encore fragile. Mais si ça se rétend, après tout, j'en serais tellement heureux. Mais je crois que de ce point de vue-là, nous avons un modèle à affirmer. En tous les cas, je sais que pour nos cultures européennes, il est incontournable. Une dernière question très pratique, mais pour savoir si on peut compter là-dessus. Est-ce que les nouveaux reporting extra-financiers participent de ce mouvement-là? Oui, tout à fait. C'est même absolument fondamental. Et c'est vrai aujourd'hui d'ailleurs que les différentes propositions qu'il y a aujourd'hui dans le monde, en particulier nord-américain et européen, sont en train, je l'espère, de converger. C'est important parce que l'expression de ce reporting extra-financier, un jour ou l'autre, il faut soit qu'il soit totalement intégré dans le reporting financier. Ça n'a pas grand sens d'avoir d'un côté un reporting financier, un reporting extra-financier, et de faire deux distinctions comme s'il y avait deux mondes dans une entreprise. Parce qu'à la fin, j'en suis absolument convaincu, c'est ce qui est extra-financier qui fera la performance financière. Chez Renault, nous avions créé un comité de la stratégie, un comité ESG. Eh bien, nous l'avons naturellement fusionné. C'est la même chose. La stratégie de l'entreprise aujourd'hui, c'est la stratégie ESG, il n'y a pas de différence. Ce qui veut dire que quand on parle de reporting, il faut faire extrêmement attention à deux choses. D'abord, de le créer dans la perspective d'unification du reporting, financier et non financier. Surtout pas créer un espèce de monstre qui soit difficile à comprendre ou qui donne un sentiment de contrainte. Et j'ai un peu peur aujourd'hui que même en Europe, ceux qui se préparent sur la taxonomie ou sur le reporting extra-financier soient tellement complexes à comprendre qu'il va finir par peut-être perdre de la crédibilité. C'est ma grande crainte. Il faut surtout éviter cela. Mais en tous les cas, c'est très important qu'il existe, qu'il soit bien compris, suffisamment simple pour être totalement consensuel et qu'il participe évidemment à la naissance de ce capitalisme responsable dont je parle. N'oublions jamais, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais c'est fondamental,
qu'il n'y aura pas de capitalisme responsable sans finance responsable. Et Laurence, toi qui diriges une banque, une très grande banque mondiale, tu sais ce que je veux dire. Le rôle de la finance dans ce nouveau capitalisme que j'appelle de mes voeux est juste central, car c'est le nerf de la guerre pour faire naître ce concept. Le long terme dont tu parles, il est assuré si la finance l'intègre. Je ne peux être que d'accord. Je pense que la finance progresse, qu'une partie de la finance a le désir sincère de faire évoluer les choses, mais sans rentrer dans la technique, surtout pas. Je laisse quand même en réflexion un élément essentiel. La finance bougera d'autant plus que la comptabilité bougera. Et que si on veut vraiment s'attaquer au fond du problème, eh bien, il faut savoir penser des plans comptables très significativement différents de ceux dont nous disposons aujourd'hui. Ça a l'air d'être un chantier gigantesque, mais certains y travaillent. C'est une façon de boucler la boucle, Laurence. Je le crois. Mais en tout cas, je pense que grâce à toi, Jean-Dominique, nous avons touché l'essentiel. Et j'espère que vous avez tous compris que vous avez ici, avec les propos de Jean-Dominique Sénard, et que j'appuie et partage pleinement, l'illustration du fait que la fameuse phrase de Milton Friedman, business is business for business, c'est fini. On est passé à autre chose. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et croyez-moi, la raison d'être doit être au cœur des réflexions du capitalisme, de l'entreprise, de part et d'autre de l'Atlantique. Merci à vous.